Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre série hebdomadaire consacrée à un focus sur une crypto-monnaie. Pour cet épisode, nous avons encore une fois demandé aux personnes qui ont rejoint notre groupe Telegram de choisir la prochaine monnaie à traiter et ils ont choisi Monero, XMR. Vous pouvez aussi participer au vote de la semaine prochaine en rejoignant notre groupe Telegram, le lien sera donné dans la description de cet épisode. Donc aujourd'hui on va parler de Monero. Pour démarrer, on va commencer avec l'histoire. Donc Monero a été créé en avril 2014. Oui, c'est ça. Donc en 2014, Monero a été créé en open source. C'est un fork du Bitcoin à l'origine. Et Monero, sa valeur ajoutée, on va en parler pas mal après, c'est que c'est la coin qui se concentre sur la vie privée, sur l'anonymité, mais aussi sur la décentralisation et la scalabilité. Monero, au début, ça s'appelait BitMonero, un mix de bit comme Bitcoin, et puis Monero, qui est le coin en espéranto. Cependant, seulement 5 jours plus tard, la communauté a décidé que finalement Monero tout seul, c'était bien. Donc depuis, elle s'appelle Monero. En 2016, la coin a été adoptée par le marché Alphabet du Darknet, donc ce qui a boosté pas mal Monero. Cependant, depuis juillet dernier, les autorités américaines sont venues taper dessus et ont fermé Alphabet. Donc ça c'est dommage, ça marche plus pour Monero. On revoit cependant Monero revenir très fort depuis le 20 août dernier. En fait, depuis que Bithumb, qui est l'exchange sud-coréen, un des plus grands exchanges du monde, voire le plus grand, a annoncé qu'ils allaient ajouter Monero. Donc, on a vu un passage de $50 à $85 avec un market cap de 850 millions de dollars à cette annonce. Et ensuite, lorsque Monero a actuellement été ajouté, donc le 26 août, on a vu le coin passer de $95 à $150 et un market cap de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un prix qui se stabilise autour des $90 et ça en fait une des coins du top 10. Au même moment, on a vu que l'IRS, donc l'Internal Revenue Services, et l'entreprise Chainalysis on commence à travailler ensemble pour traquer les traders, là, les gens sur la blockchain qui essaient d'échapper aux taxes. Donc dans ce cas-là, Monero devient très intéressant vu que pas mal tout est anonymisé, ça permet de brouiller les pistes. Enfin, dans l'avenir plus récent, il y a 2 semaines, il y a eu la dernière upgrade qui est donc un hard fork, sauf que c'est une hard upgrade, donc c'est un hard fork qui génère pas une nouvelle coin, c'est simplement une mise à jour du protocole auquel tout le monde doit se soumettre pour apporter des nouvelles features, mais donc c'est un breaking change là, tout le monde doit upgrader, mais il n'y a pas de nouvelle coin qui est créée. Donc Ilyes, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les valeurs que porte Monero? Donc de la même manière que Bitcoin par exemple apporte certaines valeurs comme la décentralisation, Monero en fait ils viennent ajouter des valeurs à ce que Bitcoin proposait par exemple ou d'autres crypto-monnaies basées sur la blockchain. La première c'est que Monero en fait il est non traçable. Dans l'idée, on va toujours comparer à Bitcoin. Dans Bitcoin, tout le monde a une adresse publique qui est utilisée pour envoyer des fonds à une autre personne. Et en fait, n'importe qui peut aller consulter le contenu du wallet de n'importe qui grâce à la blockchain parce que les wallets, les adresses sont publiques, elles sont disponibles. Donc en fait, Bitcoin n'est pas vraiment anonyme. C'est comme si j'avais plutôt un pseudo qui est mon wallet, ma clé publique, mais une fois que les gens savent quel pseudo, quel wallet clé publique est associé à quelle personne, c'est terminé. On peut vraiment tout savoir. Je peux même plus m'échapper parce que si je décide de transférer mes fonds de ce wallet vers un autre wallet que je dis pas aux autres, ils ont même pas besoin d'aller me demander ou d'essayer de trouver c'est quoi mon nouveau wallet. Ils ont simplement à aller regarder la blockchain et voir où j'ai mis tous mes fonds. Ils vont pouvoir savoir tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'achète, auprès de qui j'achète, pour combien j'achète. Au final, c'est peut-être pas tout à fait idéal. Parfois, on a besoin d'avoir sa vie privée, pas vraiment son anonymat, mais juste, j'ai pas envie que les autres sachent ce que je fais de mon argent. Parfois, un exemple simple, c'est si je supporte un certain parti politique. Là, généralement, en majorité des pays, c'est en 2 groupes de partis politiques, t'es à droite ou à gauche. Imagine, je supporte un parti politique d'un côté ou de l'autre. 2 ans plus tard, un potentiel employeur pourrait jeter un coup d'œil à mon wallet public, de la même manière qu'il peut jeter un coup d'œil à mon profil LinkedIn et décider que parce que j'ai envoyé de l'argent au parti politique A ou
B, ils vont pas m'engager. Donc, c'est critique pour nous de pouvoir être un peu, d'avoir notre vie privée, notre intimité par rapport à la manière dont on utilise l'argent. Donc, en fait, avec un wallet Monero, on n'a pas seulement une adresse publique et une adresse privée. Il y a une adresse publique, il y a une adresse privée et il y a une adresse privée pour voir, donc la private view key, la clé privée qui permet d'explorer la blockchain. En fait, dans Monero, tout le monde a aussi une adresse publique, mais les fonds sont pas associés à l'adresse publique. Lorsque j'envoie des fonds à quelqu'un, en fait, l'argent va se faire envoyer à une adresse aléatoire. On va parler un peu plus de ce procédé dans la partie technologie un peu dans quelques minutes. La blockchain publique, elle a pas d'enregistrement qui montre que mon adresse publique a reçu les fonds. L'adresse publique n'apparaît jamais dans la blockchain dans Monero. Pour récupérer des fonds ou pour savoir en fait combien j'ai de fonds, je vais scanner la blockchain en permanence à l'aide de la private spend key, donc une deuxième clé privée que seul moi possède. Et en fait, je vais scanner toutes les transactions de la blockchain pour les décoder un petit peu et à un certain moment, je vais trouver une transaction qui correspond à moi, que je vais pouvoir décoder grâce à cette clé privée que seul moi possède, et du coup je vais savoir que c'est des fonds qui me sont adressés. On peut voir ce procédé quand on démarre un wallet Monero, on peut voir qu'au début il scanne, et il le fait régulièrement, il est tout le temps en train de scanner, pour essayer de décrypter les transactions qui me sont en fait adressées. Ça permet aussi à Monero d'avoir une propriété que Bitcoin n'a pas, et que le cash aujourd'hui a en grande partie, c'est la fongibilité. Oui, donc quand on dit que Monero est fongible, l'idée, c'est que dans notre coin, par exemple, dont Bitcoin, une coin n'est pas forcément légale à une autre. En soi, c'est pas vrai. Un BTC va valoir un BTC. Mais l'idée que toute l'historique d'un Bitcoin soit connue et publique, pour moi, elle peut avoir du coup une valeur. Cette historique. Par exemple, imaginons que mon Bitcoin vient justement, comme dans l'exemple que tu disais tout à l'heure, du parti politique que je n'aime pas du tout. Moi, je vois ça dans ce Bitcoin, d'un seul coup, j'ai pas envie de l'avoir. Donc, si toi tu me proposes de me le donner, eh ben, je pourrais dire, bah non, celui-là, il m'intéresse pas, parce qu'il est souillé quelque part. À l'opposé, imaginons qu'un Bitcoin a été utilisé, a été miné au début en personne par Satoshi Nakamura. Là, moi, je peux me dire, il est collector, il vaut plus, tu vois. Donc, l'idée avec Monero, c'est que vu que l'historique n'existe pas, personne ne peut savoir l'historique d'un Monero. Eh bien, chaque Monero a la même valeur. On peut pas les distinguer, donc il y a pas ce problème. Et donc c'est cet aspect de la blockchain qu'on dit opaque chez Monero qui permet de préserver la vie privée des utilisateurs en fait, vu que on sait ni d'où les coins viennent, ni où ils vont, ni combien quelqu'un a. Un autre aspect assez intéressant avec Monero, c'est qu'ils ont créé une plateforme pour financer les évolutions de la coin. Donc, ils appellent ça le Forum Funding Service. Et c'est intéressant, en fait, c'est comme un Indiegogo, là, ou un Kickstarter, mais où tu lèves des fonds en Monero pour payer pour certaines upgrades de Monero. Par exemple, si on y va maintenant, on peut voir, il y a un travail qui est en cours. Je crois que c'est la refonte du site web monero.org ou quelque chose. Mais je trouve ça vraiment cool parce que, du coup, tu finances les évolutions de la coin avec la coin. Et puis, ça peut faire que monter la coin, donc c'est intéressant. Ouais. C'est un peu similaire ce qu'on avait vu avec Dash, par exemple, où 10% de ce qui est miné de la récompense est en fait remis dans Dash lui-même, dans la structure qui va permettre de grandir la monnaie. Donc en fait, c'est une monnaie qui se voit comme plus qu'une monnaie, comme vraiment une structure financière. Et Monero est en fait aussi équipé, pas intrinsèquement, pas au niveau du minage, mais par un procédé extérieur à une sorte de système de plateforme similaire. Donc, on va parler maintenant un petit peu plus des technologies derrière Monero qui permettent de mettre en place les concepts dont on vient de parler. Donc, le premier, il faut savoir aussi déjà qu'une partie de ces technologies dont on va parler dérive à la base du protocole appelé Cryptonaut qui permet justement d'anonymiser les transactions. Donc, la première technologie de Monero, la technologie star numéro 1, c'est les ring signatures, les signatures en anneau ou les signatures en cercle. Et en fait, ce système va permettre de protéger l'expéditeur. Il va faire en sorte qu'on ne sache pas qui a envoyé l'argent. On ne connaît pas l'adresse dans une transaction normalement sur la blockchain. En Bitcoin, par exemple, il y a toujours le input,
le output, donc l'émetteur, le récepteur et puis le contenu. Le ring signatures, il intervient au niveau du input de l'émetteur, il le cache. Il permet de le rendre invisible par un procédé similaire à ce qu'on avait exploré avec Dash. Donc en fait, c'est encore le mélange de transactions, le mixing qui est utilisé. Lorsque des fonds sont envoyés, il y a plusieurs autres adresses qui sont mises dans un pool de potentiels expéditeurs. Et la transaction est en fait mélangée à d'autres transactions passées. Donc actuellement, si moi j'envoie une transaction, elle est mélangée à au moins un minimum 3 autres transactions. Il y a déjà des transactions qui sont mélangées avec 4 et dans l'avenir ça va être 5. Donc pour Dash c'était 1 plus 2, là on est dans plus, donc c'est 1 plus 3 autres transactions par exemple. La personne qui reçoit l'argent elle-même ne sait pas quelle est la véritable transaction parmi toutes ces transactions mélangées. C'est l'une d'entre elles et puis elle ne sait pas exactement c'est laquelle. Donc ça, c'est la première technologie qui permet de mettre en place ce dont on a parlé. La deuxième, c'est les adresses furtives ou alors les adresses jetables, les stealth addresses, qui sont des one-time public keys. Donc c'est des clés publiques jetables qui vont être utilisées une fois. Dans l'idée, cette adresse, elle est constituée d'une clé publique qui permet de voir sur la blockchain et d'une adresse privée cachée. Ce mécanisme va permettre à la personne qui reçoit l'argent de ne pas être identifié publiquement. Donc le premier est protéger l'émetteur, ce mécanisme va permettre de protéger le récepteur. Le récepteur est protégé grâce au mécanisme qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Quand on crée un wallet Monero, on a donc une adresse publique mais aussi une adresse privée unique qui me permet justement de scanner la blockchain pour trouver les transactions qui me viennent. Je sais pas d'où elles viennent, comme on vient de le voir avec les ring signatures, mais moi je peux savoir qu'elles me reviennent parce que je peux décoder la blockchain avec ma clé privée unique qui me permet de voir et de trouver les transactions qui me reviennent. C'est intéressant de remarquer aussi qu'il est possible de fournir une private view key similaire à celle que moi je possède qui permettra à quelqu'un de consulter les transactions associées à ma clé publique. Ça leur donne pas ma clé publique, mais ça leur donne le droit de consulter les transactions aussi. Et il est aussi intéressant de remarquer qu'il est possible de donner accès à une unique transaction à quelqu'un, c'est-à-dire lui donner une clé privée qui va lui permettre de consulter une transaction unique, savoir vers qui je l'ai envoyé à l'origine, son montant, tout savoir en fait sur la dévoiler à une personne. Donc ces deux systèmes-là, le ring signatures et les stealth addresses, vont protéger l'émetteur et le récepteur d'une transaction. Le troisième morceau qui est tout récent, qui date en fait de janvier 2017 et qui est devenu obligatoire à partir de septembre sur le réseau de la blockchain, c'est le Ring Confidential Transaction. Oui, donc les Ring Confidential Transaction ou RingCT, c'est très intéressant. C'est Gregory Maxwell qui est un des développeurs de Bitcoin Core qui a fait un papier il y a assez longtemps, en 2016 je crois ou 2015, donc il proposait ces confidential transactions. Donc l'idée c'est d'avoir des transactions dont les montants sont cachés et avec une amélioration aussi des ring signatures dont tu parlais juste avant. Donc dès janvier, on voit qu'il y a 95% des transactions qui ont commencé à les utiliser, donc c'est déjà une énorme adoption. Donc juste après qu'elle soit activée, 95% des gens. Un mois plus tard, on voit qu'il y a 98% des transactions qui l'utilisent. Et en fait, depuis septembre depuis la dernière upgrade, maintenant c'est obligatoire. Donc toutes les transactions l'utilisent, tous les montants sont cachés. Alors comment ça marche ? L'idée c'est que cette dernière upgrade, elle permet d'ajouter une preuve cryptographique sur, en fait, non plus une transaction, mais la vérification de la somme de plusieurs transactions. Donc, prenons un exemple. Donc, Alice veut envoyer 2.5 Monero à Bob. Donc, Alice, au lieu de créer une transaction de 2.5, elle va créer deux transactions dont la somme est égale à un montant, qu'elle s'engage à mettre dans le système. Disons 12.5 pour faire simple. Donc, le procédé cryptographique, il permet de vérifier que les deux transactions, en fait, donc le bundle que font les deux transactions, il y a bien la même somme en entrée et en sortie. Il y a une autre partie de l'algorithme qui permet de vérifier que Alice a bien la somme sur laquelle elle s'engage, donc les 12.5 dont on parle. Et ce qui est intéressant, c'est que donc quand Alice crée ces deux transactions, il y a les 2.5 qui vont à Bob, mais le reste, en fait, ils lui vont à elle. Donc en fait, ils vont lui revenir les 10 Monero de différence. Ils appellent ça le change de la transaction. Et donc ça lui revient sur son wallet à elle. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, tu peux faire autant de transactions que tu veux. Le système sait seulement que tu as bien l'argent que tu mets
dans cet ensemble de transactions et il sait pas à qui va quoi. Donc tu peux en envoyer autant que tu veux vers toi et ça permet de cacher tout ça à tout le monde. Une autre technologie propre à Monero, c'est que la taille des blocs est flexible. Donc ça permet notamment à Monero d'absorber le spam. Donc il y a des limites à ce que les mineurs peuvent faire. Ils peuvent choisir une taille seulement plus grande d'un certain nombre de fois qui dépend en fait du nombre des tailles des blocs précédents. Mais ils peuvent aussi grandir la taille comme ils le veulent en fait, même indéfiniment. Sauf qu'ils vont payer des frais si jamais ils se retrouvent à faire ça plusieurs fois. Mais effectivement, en gros, une transaction peut toujours passer dans les 2 minutes puisque la taille du bloc peut toujours être grandie. En parlant des mineurs, on va parler un peu plus du minage de Monero. Donc le Monero peut être miné par des GPU et des CPU et l'écart entre les différentes technologies de mining est grandement réduit. L'algorithme utilisé pour le minage s'appelle ici Kryptonite. En fait, c'est crypto comme crypto monnaie et puis night comme la nuit. C'est un proof of work donc hash qui est utilisé par Monero mais aussi d'autres monnaies qui dérivent de l'algorithme Cryptonote. Et ce qui est intéressant avec cet algorithme, c'est qu'il nécessite beaucoup de RAM en fait, et que du coup, il rend la fabrication des ASICs, les ASICs, les cartes qu'on utilise pour miner très rapidement un certain script ou un certain algorithme spécifique, assez cher par rapport à la block reward. Donc actuellement, la block reward, donc à chaque fois qu'un mineur trouve un bloc, il gagne 6.24 Monero, ce qui signifie qu'actuellement 6.24 Monero sont générés toutes les 2 minutes, mais ce 6.24 est en fait trop cher pour payer ce que ça coûterait de faire une carte dédiée spécifiquement au minage de Monero, et ça c'est dû au fait que ça demande beaucoup de RAM. En parlant du minage, un autre fait intéressant par rapport à Monero, c'est que contrairement à Bitcoin et à Litecoin, le nombre de coins total n'est pas limité. Aujourd'hui, un mineur gagne 6.24 XMR toutes les 2 minutes, ce qui est le temps de génération d'un bloc, 2 minutes seulement. Mais à partir de 2023, la récompense par bloc est en train de diminuer présentement. Et en 2023, à peu près, on pense, ça va valoir 0.6 Monero par bloc, la récompense, et elle va rester stable indéfiniment à cette valeur. Ce qui signifie que contrairement à Bitcoin, la monnaie va toujours être générée. Tant qu'il y aura des blocs à miner, il y aura des Monero qui vont être générés. Donc contrairement à Bitcoin, c'est une monnaie avec un taux d'inflation fixe et contrôlé. Pas une monnaie où au bout d'un moment il n'y en aura plus et sa rareté va augmenter. En parlant de 2023 et de l'avenir, qu'est-ce que Monero nous réserve d'autre ? Monero, ils sont assez mystérieux par rapport à d'autres coins sur leur avenir, mais ils nous donnent quand même une roadmap. Un des plus gros steps qui s'en viennent là, c'est la mise à jour du protocole de communication entre le wallet et la blockchain Monero. Donc aujourd'hui, ça utilise RPC, qui est un protocole assez basique en informatique. Le problème, c'est que ça a des soucis de performance, donc ils visent de remplacer ça par 0MQ, donc qui est plus efficace, qui permet d'ajouter des fonctionnalités, notamment ajouter le wallet notify et block notify. L'idée étant de pouvoir un peu observer un wallet ou un bloc et quand il change, exécuter une action dans le code. Ça permettrait aussi de faciliter la compatibilité avec l'API de Bitcoin. Donc Monero, ça serait plus facile à intégrer dans des applications qui utilisent déjà Bitcoin et ça ajouterait aussi en termes de sécurité. Pour continuer à assurer l'anonymité des gens, Monero, ils mettent beaucoup aussi sur la recherche cryptographique puisque on voit aujourd'hui avec les procédés cryptographiques d'il y a quelques années, 5-10 ans, comme le SHA-1, le SHA-1. Maintenant, en fait, avec la puissance de calcul qu'on a, ils sont cassables. Donc Monero, eux, ils cherchent à trouver déjà les procédés cryptographiques de demain qui pourront résister en fait à l'augmentation de la puissance de calcul ou la création de hardware qui sera très efficace ou des choses comme ça. Donc ils investissent pas mal sur la recherche. Ils parlent aussi d'un deuxième niveau de solution pour augmenter la rapidité et la scalabilité du réseau. Ça, je pense, c'est pas mal comme le Lightning Network dont on parlait dans l'épisode sur le Litecoin. Donc, allez l'écouter si c'est pas encore. Et un autre truc qui a l'air vraiment cool, ça s'appelle Kovri. Kovri, c'est une implémentation en C++ d'un Invisible Internet Project, donc un Internet anonyme. C'est pas tout à fait comme Tor, parce que Tor, c'est pas vraiment décentralisé. Ça nécessite des nœuds qui sont connus par l'ensemble des utilisateurs, ou en tout cas par zone.
Là, l'idée, c'est d'intégrer dans Monero un Internet donc, qui utiliserait les principes de base de Monero pour assurer l'anonymité. Ils ont aussi prévu de porter leur wallet sur Android et puis de redesigner la plateforme de financement dont on parlait plus tôt. Ce sera tout pour Monero. On se retrouve lundi pour un prochain épisode sur l'actualité des crypto-monnaies. Et en attendant, vous pourrez rejoindre notre groupe Telegram dont le lien est dans la description afin de nous aider à choisir la prochaine crypto-monnaie dont on parlera dans un épisode focus. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi noter le podcast sur iTunes et partager l'épisode sur Twitter. Et bien sûr, si vous les avez ratés, allez écouter nos épisodes précédents, notamment ceux sur le Litecoin et Dash, qui ont des aspects similaires à Monero. À la prochaine!